Aujourd'hui, on parle des anti-inflammatoires. Vous verrez tout au long de l'épisode que deux médicaments qui ont le même effet thérapeutique, c'est-à-dire réduire l'inflammation, ont des effets complètement différents. L'un est dangereux, l'autre est très dangereux. Imaginez une cellule qui vient de subir un choc. Une membrane qui est abîmée, c'est le point de départ. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une enzyme appelée phospholipase A2 qui rentre en jeu. Son rôle, c'est de découper la graisse qui se trouve sur la membrane cellulaire abîmée en un acide bien particulier, l'acide arachidonique. C'est le point central, le carrefour si on veut, de l'inflammation. Une fois libéré, l'acide arachidonique a deux voies qui s'offrent à lui. La première, c'est la voie des cyclooxygénases. Ici, les enzymes COX-1 et 2 vont transformer cet acide en deux molécules. Les thromboxanes d'un côté, on les verra un peu plus tard, et les prostaglandines de l'autre côté. Les prostaglandines, elles, vont dilater les vaisseaux sanguins, ce qui va attirer les globules blancs vers le site de liaison, qui va sensibiliser les récepteurs de la douleur, et c'est ainsi qu'on a les trois signes de l'inflammation: la rougeur, la chaleur et le gonflement. La deuxième voie, c'est la voie l'hypoxygénase. Ici, les LOX, LOX, vont transformer l'acide arachidonique en leucotriène, molécule importante dans les réactions de l'asthme et de réactions allergiques de manière générale. Ce qu'il faut retenir à ce moment de la vidéo, c'est que la cascade biochimique de l'inflammation part toujours du même enzyme, la phospholipase A2. Et ensuite, la cascade bifurque. C'est ce qui explique, à ce niveau du carrefour, pourquoi certains médicaments sont plus puissants que d'autres. Si la cascade de l'inflammation est importante, c'est un mécanisme de défense de l'organisme, ça devient problématique quand elle dure dans le temps. Et c'est là que les médicaments anti-inflammatoires rentrent en scène. Face à cette cascade, la médecine a développé deux stratégies d'intervention qui n'agissent absolument pas au même endroit, et c'est cette différence de positionnement qui explique tout: l'efficacité, les effets secondaires et l'indication. Première stratégie, l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les INS comme on les appelle: ibuprofène, diclofénac, aspirine. Ici, ils agissent en aval, c'est-à-dire que la cascade a déjà commencé à minima jusqu'à l'acide arachidonique, parce que oui, ils interviennent au niveau des enzymes COX, COX, et non les LOX. Ils vont donc bloquer la production des prostaglandines. La deuxième stratégie, c'est celle des corticoïdes, ou encore des anti-inflammatoires stéroïdiens. On a le cortisone, la prednisone, la bêta-méthasone. Ici, on agit en amont, sur les enzymes phospholipase A2. On l'a vu un peu plus tôt, c'est le point de départ. Eux, ils empêchent la formation de l'acide arachidonique. Et donc, par conséquent, ils coupent aussi bien la voie des COX que des LOX. Donc, ça ratisse vraiment très large. Et c'est ce qui explique pourquoi les corticoïdes sont nettement plus puissants que les INS. Et c'est ce qui explique aussi tous les effets secondaires et la dangerosité de cette classe de médicaments. En gros, les INS coupent le tuyau, les corticoïdes, eux, ils coupent la veine principale. Dans la famille des INS, il y en a un en particulier qui mérite toute notre attention: l'aspirine. C'est l'une des rares molécules dont l'effet ne se contente pas de croître avec la dose. Il change de nature, carrément. Prenons l'exemple d'un adulte. Entre 75 et 350 mg, il cible principalement les COX-1 dans les plaquettes sanguines, empêchant ainsi la formation des thromboxanes A2, ce qui empêche les plaquettes de s'agréger. En d'autres termes, l'aspirine à faible dose est un anticoagulant. Et c'est la raison pour laquelle on l'a prescrit chez des personnes pour prévenir des infarctus ou encore des AVC. Entre 500 mg et 2 g à peu près, l'aspirine a un effet antalgique qui lutte principalement que sur la douleur et un effet antipyrétique, c'est-à-dire qui lutte contre la fièvre. À forte dose, c'est-à-dire entre 2 et 6 g, l'aspirine se concentre pleinement sur son effet anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle sature les COX-2, empêchant ainsi la formation des prostaglandines. Et un dernier pour la route, l'aspirine, ou de son nom scientifique acide acétylsalicylique, fait partie de la grande famille des salicylés. Et parce qu'elle fait partie de cette famille-là, lorsqu'on l'applique sur la peau, c'est-à-dire de manière topique, elle est kératolytique, c'est-à-dire supprime la kératine de la partie superficielle de la peau. Raison pour laquelle on trouve les salicylés dans 90% des shampoings antipelliculaires ou des peelings pour la peau. Et parce qu'elle est kératolytique, beaucoup de personnes l'utilisent pour se dépigmenter la peau. Ça, c'est un phénomène que j'ai découvert quand j'étais au Sénégal, en officine, un peu par hasard. Et quand on discute avec des personnes qui le font, ils prennent des grosses concentrations, soit des pommades déjà existantes sur le marché, utilisées pour gérer d'autres trucs comme le traitement des verrues, par exemple. Je sais pas ceux qui connaissent le baume de cochon, pour traiter les verrues plantaires. Certaines personnes utilisent ce baume de cochon, qui est aussi à base de salicylés, le mettre sur la peau, et ça brûle, et ça crame comme il faut. Revenons aux corticoïdes. L'histoire commence dans les années 48 aux États-Unis, dans un hôpital de service de rhumatologie. Un médecin, Philip Hunt, injecte à sa patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde depuis quelques années de la cortisone.
Quelques jours plus tard, elle peut se lever. Pourtant, elle ne marchait même plus. Une semaine plus tard, elle réussit à faire du shopping. La scène est filmée. 2 ans plus tard, Philip Henge reçoit le prix Nobel de médecine. Sauf que ce que personne n'avait anticipé, c'est que ses effets secondaires venaient avec son lot de problèmes. On s'est donc rendu compte que l'usage prolongé des corticoïdes avait des effets secondaires que personne n'avait anticipés. Diabète, ostéoporose, insuffisance surrénalienne, immunodépression et j'en passe. Il a donc fallu des dizaines d'années pour pouvoir calibrer ce type de traitement pour limiter au maximum ce type d'effets secondaires. Les effets indésirables des anti-inflammatoires ne sont pas des accidents, c'est la conséquence directe de leur propre mécanisme d'action. Quand on comprend comment fonctionne la cascade de l'inflammation, ces effets deviennent parfaitement prévisibles. Prenons l'exemple des COX-1. Ce sont des enzymes constitutives, elles sont toujours actives, inflammation ou non, parce que le corps humain en a besoin. Pourquoi? Pour protéger le tube digestif, principalement l'estomac, réguler la perfusion rénale et réguler la coagulation. Maintenant, quand vous prenez un AINS ou un anti-inflammatoire, peu importe, prenons l'ibuprofène, vous coupez ces COX. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les effets secondaires, vous les prenez de plein fouet. Problèmes rénaux, ulcères, hémorragie digestive. Bien entendu, l'industrie pharmaceutique a tenté de contourner le problème en créant une molécule, les coxibes, dont le rôle était de sélectivement agir sur les COX-2, en épargnant les COX-1 et les LOX. Ça fait drôle ce nom. Le seul souci, c'est que les COX-2 ont une importance capitale sur la vasodilatation coronaire, donc un lien direct avec les infarctus du myocarde. En 2004, ou 2003, je ne sais plus, les Vioxx, je ne sais pas ceux qui en ont entendu parler, qui est un médicament de cette classe-là, a été retiré du marché car des études ont montré un lien direct entre la prise de ce médicament et la survenue d'infarctus du myocarde et des AVC. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tous les anti-inflammatoires. Si vous en avez besoin, prenez-en. C'est juste qu'il faut avoir en tête que ces anti-inflammatoires touchent des enzymes biochimiques qui ont une importance capitale sur d'autres fonctions biologiques. Il faut toujours l'avoir en tête. Quant aux corticoïdes, l'effet que je viens de décrire, tout ce qu'on vient de parler là, multipliez-le par 100. Les corticoïdes sont nettement plus puissants comme médicaments, par conséquent, les effets sont encore plus dévastateurs. Prenons un exemple concret. Si vous prenez de la cortisone par exemple, parmi les nombreux effets que vous pouvez avoir, il y a un qui est par exemple très dangereux, c'est la baisse brutale de votre système immunitaire. Et dans ces cas-là, une simple grippe, une simple infection virale peut rapidement devenir dramatique. Parce que la prise des corticoïdes interfère avec le cortisol endogène, il est interdit, mais alors strictement interdit, d'arrêter des corticoïdes de manière brutale. Il faut l'arrêter de manière progressive, laissant le corps de prendre le relais. Quand vous arrêtez de manière brutale, le cortisol endogène n'est pas produit au moment où vous l'arrêtez et ça peut être très très dangereux. Tout ce que nous venons de voir donne une règle très simple. Lorsque vous avez une douleur accompagnée d'une inflammation réelle et localisée, rougeur, gonflement, chaleur, un AINS fait du sens. J'ai dit bien AINS, pas AIS. Par contre, si vous avez une douleur et les signes de l'inflammation ne sont pas accompagnés, une douleur musculaire, un mal de tête, le paracétamol est amplement suffisant. Je tiens à signaler que chez les femmes enceintes, une seule dose d'ibuprofène peut entraîner une insuffisance rénale irréversible chez le fœtus. Donc il faut faire gaffe. Et les corticoïdes, ça ne s'improvise pas. Ne restez pas chez vous parce que vous avez une boîte de prénisone qui reste de votre précédent traitement et décidez tout seul de le prendre. C'est une très très mauvaise idée de le faire. Et lorsqu'une douleur est persistante, n'essayez pas de changer de classe de molécules comme vous souhaitez. En automédication, on s'autorise du paracétamol et des AINS simples comme l'ibuprofène, l'aspirine. Si la douleur persiste ou l'inflammation persiste, allez voir votre médecin, vous vous épargnerez beaucoup de problèmes. Voilà, c'était le dernier épisode sur cette série sur le thème de la douleur et de l'inflammation. Vous avez donc en votre possession tous les éléments pour faire le bon choix. Retenez une chose, quand ça ne va pas, allez voir un médecin. Vous éviterez beaucoup de problèmes. Les prochains épisodes vont sans doute concerner les antibiotiques. Très intéressant. Si cela vous intéresse, vous savez quoi faire et je vous dis à très bientôt. Ciao.